Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de Persian Incursion. Donc dans la deuxième, on avait vu la planification du raid par le joueur israélien. On avait déterminé comme cible le complexe d'eau lourde de Arak. Et pour cela, on avait choisi d'utiliser la route nord qui nous protège justement pour les engagements de SAM à longue portée. Et on avait opté pour un mix de F-15I et de F-16I, donc un demi-escadron de F-15I pour le strike, donc pour détruire l'usine, un escadron complet pour l'escorte, parce que je craignais qu'on ait pas mal de chasseurs en face, et un demi-escadron de F-16I pour la partie SID, c'est-à-dire suppression des défenses anti-aériennes ennemies et donc des SAM. On avait donc également 5 tankers qui assuraient le ravitaillement le long de la route nord. Et on avait placé nos trois escadrons en fait dans la case Fragd, comme quoi ils étaient assignés à une mission. Donc une fois que la planification par le joueur israélien est terminée, c'est au joueur israélien de dire quand il a terminé. Parce qu'en fait, il peut également décider de jouer des cartes pendant cette phase-là. Alors, pour la vidéo ici, on ne va pas jouer justement les cartes, on va se concentrer sur la mécanique du raid sans mettre en place les cartes ici. Voilà. Petite particularité également, on est sur le premier tour de jeu et lors du premier tour de jeu, le joueur israélien peut décider de lancer l'attaque sans avoir à attendre le tour suivant pour qu'elle s'exécute. En effet, quand vous créez quand vous faites une planification de mission, vous la planifiez pendant le tour actuel, mais elle ne sera lancée que lors du tour suivant. C'est ce que nous allons faire là, même si dans les règles, lors du premier tour de jeu, on peut lancer le raid dès ce premier tour, ce qui normalement limite de manière assez importante l'opposition de chasseurs qu'on pourrait avoir. Une fois que le joueur israélien a terminé sa planification des raids pour le tour suivant, ainsi que jouer les cartes qu'il avait à jouer, eh bien c'est au joueur iranien de jouer. Alors le joueur iranien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surtout déterminer quels sont les escadrons qu'il décide de placer en patrouille et notamment le nombre d'avions qu'il va affecter à la patrouille. Petite particularité, tant que le joueur israélien n'a pas effectué sa première frappe, il ne peut pas repositionner les escadrons sur d'autres bases, ni même déplacer des sites SAM sur d'autres endroits. Donc pour l'instant, il est obligé de laisser la disposition de ces unités telle qu'elle est. Dans notre exemple ici, le joueur iranien va décider de placer en patrouille 4 MiG-29 du 11e Tactical Fighter Squadron et 4 F-4E du 32e Fighter Squadron. Donc les pions sont placés dans la case Patrol, comme vous pouvez le voir ici. Le joueur iranien a la possibilité de placer un escadron dans 4 positions différentes, ready, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à décoller, en alerte, ils peuvent décoller sous un préavis plus court, en patrol, donc en vol, et en stand-down, c'est-à-dire qu'ils sont on va dire cloués au sol pour des opérations de maintenance et de réparation. Voilà. Alors quand vous mettez des avions en alerte ou en patrol, pas besoin de devoir préciser le nombre d'avions, c'est tout l'escadron qui est dans cette position. Le nombre d'avions qui participeront aux interceptions seront déterminés plus tard. Le joueur iranien peut également décider de lancer ou du moins de planifier une attaque terroriste contre Israël ou alors une attaque au missile sol-sol. Mais pour l'instant, dans l'exemple que l'on va faire là, nous n'allons pas voir cette partie. Donc le joueur iranien ne va rien faire. Donc le joueur iranien termine en annonçant qu'il a terminé toutes ses actions. Le tour de jeu actuel prend fin et on va pouvoir passer au tour suivant. Donc on va commencer le tour suivant par déplacer le pion du tour sur la case suivante. Donc ici on va passer de la case 1 à la case 2.
Et on va continuer avec le joueur israélien, c'est lui qui joue toujours en premier. Donc le joueur israélien, eh bien, il va lancer son raid, mais avant de lancer le raid, on va d'abord lancer une attaque Sutter. Pour l'attaque Sutter, eh bien, on va choisir un Shavit et un Eitan. Donc on va prendre sur le tableau la colonne qui correspond. On va lancer 2 dés à 6 faces. On va obtenir ici un score de 6 qui va nous donner le score de la lettre C. On regarde en dessous le résultat, à quoi correspond la lettre C. Ça correspond à un Major Disruption to Sector Network. Donc ça va quand même impacter pas trop mal le secteur en question. On va obtenir un -3 sur le tableau des chasseurs GCI. Donc on va garder ce modificateur pour la phase tout à l'heure, quand on appliquera justement ce tableau. Et on va avoir un impact sur les missiles SAM à longue et moyenne portée. On va avoir 2 batteries de SAM qui vont tomber hors service. Par contre, pour les short SAM, donc les SAM à courte portée, on voit NA, c'est non applicable. Donc aucun SAM à courte portée n'est touché. Mais on va pouvoir mettre à mal 2 sites SAM, justement. Alors pour cela, eh bien, on va regarder ce que l'on a sur les défenses du complexe d'Arak. On a le site en longue portée S200. Donc le S200, dans le cas présent, vu qu'on va arriver par la route nord, mais il ne va pas nous inquiéter sur la partie inbound. On pourrait se dire qu'il va nous inquiéter sur la partie outbound. Eh bien non, si on regarde sur le tableau des SAM, si on regarde la capacité du S200, la dernière colonne, vous avez outbound attacks, en point d'interrogation. Si vous n'avez pas un Y pour yes, donc oui, eh bien ça veut dire que ce système SAM ne pourra pas vous engager sur la partie outbound, il ne pourra vous engager que sur la inbound, donc sur le trajet aller. Donc pour notre attaque Sutter, ça ne servirait à rien de choisir de mettre à mal le S200, puisque de toute façon sur le inbound, il ne pourra pas nous engager à cause des montagnes qui nous protègent. Donc ça ne sert à rien d'y toucher. Par contre, si on regarde les SAM à moyenne portée, on a 2 systèmes iHawk qui sont dans le secteur, et on a le droit de mettre HS 2 systèmes SAM à moyenne ou longue portée. Eh bien on va décider de mettre HS ces 2 systèmes SAM qui seront donc inopérants et qui ne représenteront plus de menace. Restera la menace à courte portée, donc les Mobile Short Range SAMs. Il restera donc un Tor M1 sur la cible qui risquera d'engager nos avions. Ainsi qu'une menace Manpads, donc sont des SAM portables, 4 QW2 MISAC 2 qui seront également sur la cible. Petite précision dans les règles que vous voyez en dessous, si on décide d'affecter justement une disruption à des systèmes SAM avancés tels que le S300 ou le HQ9, eh bien ces missiles ne seront HS que pendant la partie inbound, mais ils redeviendront opérationnels lors de la partie outbound, donc sur le chemin du retour. Par contre, sur des systèmes anciens comme le S200, les iHawk, là ils sont HS pour le inbound et le outbound. Une fois l'attaque Sutter terminée, donc on va retenir le modificateur de -3 sur le tableau GCI, qu'on verra après. On va maintenant utiliser les nœuds de défense aérienne iranienne, donc ce que vous avez sur ce tableau-là, et on va cheminer sur ce tableau en commençant par les Long Range SAMs. Donc sur les Long Range SAMs, on va se poser la question, est-ce qu'on a un SAM à longue portée qui est en mesure de nous engager? On a dit qu'on utilisait la route nord, donc aucun système SAM longue portée ne peut nous engager. Donc on peut passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire les GCI Directed Fighters.
Et là, la première chose que nous allons faire pour les interceptions, on va d'abord se référer au tableau GCI Fighters, de façon à déterminer le nombre de patrouilles et d'appareils qui vont se joindre à l'interception sur la partie inbound. Souvenez-vous, on avait obtenu un -3 suite à l'attaque Sutter. On va justement se servir de ce -3 comme modificateur de dés. Donc on est sur ce tableau-là. Vous avez tout en haut les différents scores justement à faire. Et en fonction de ces scores, ça va déterminer quel type de patrouille va effectuer les interceptions. Donc on va d'abord lancer un 2D à 6 faces. Dans l'exemple que l'on a là, on va obtenir un score 2D de 13. Et à ceci, on va appliquer tout un tas de modificateurs, à commencer par notre -3 de l'attaque Sutter, que l'on retrouve dans les modificateurs en dessous. Donc Any Sutter Attack Table Results, c'est notre fameux -3. Et on va appliquer d'autres modificateurs, notamment juste en dessous, si le raid israélien emprunte la route nord, ce qui est notre cas, on a également un -3, donc on applique un deuxième -3. Et vous avez pour chaque escadron de chasseurs en patrouille à appliquer un +2. On a 2 patrouilles qui sont en patrouille. Et donc ça nous fait un +4. Le total fait 11. On regarde sur le tableau au-dessus à quoi correspond le 11. Ça correspond à 2 flights of 4 attacking separately. Donc on a 2 patrouilles de 4 avions qui vont intercepter le raid israélien. On va maintenant se pencher sur le type d'appareil. Et donc pour ça, on va se référer au Fighter Type Table. On identifie le secteur qui nous correspond, à savoir le secteur 1. Et on va lancer les dés avec un score de 100. Donc là, on va obtenir un score de 58 sur notre dé. 58 correspond à un détachement de F-14. Est-ce qu'on a un détachement de F-14 qui est en alerte ou en patrouille? Eh bien, ça n'est pas le cas. Donc, on descend jusqu'à retrouver un escadron qui est en alerte ou en patrouille. On trouve le 32e Tactical Fighter Squadron. C'est justement un des 2 escadrons qui est actuellement en vol sur F4. Donc, on va avoir une première patrouille de 4 F4 qui va intercepter notre raid. Ensuite, on va faire un deuxième lancer de dés. Cette fois pour la deuxième patrouille, puisqu'on a donc 2 patrouilles. Et on va obtenir un score de 80. 80 correspond au 33e Tactical Fighter Squadron qui est sur F4E. On n'a pas cet escadron qui est en alerte ni en patrouille. Eh bien, on va descendre le tableau. On arrive tout en bas du tableau, on va recommencer depuis le début du tableau et jusqu'à tomber sur un escadron qui est en alerte ou en patrouille. Et on tombe sur le haut du tableau, c'est le 11e Tactical Fighter Squadron sur MiG-29 qui est justement en vol. Donc la deuxième patrouille sera une patrouille de 4 MiG-29. Si on était retombé à nouveau sur le 32e Tactical Fighter Squadron sur F4, ça aurait voulu dire qu'on aurait eu 2 patrouilles de 4 avions du 32e escadron de chasseurs F4 qui auraient mené l'interception. Il faut bien entendu à chaque fois vérifier que le nombre d'avions qui sont impliqués dans la patrouille correspondent au nombre d'avions qui restent au moins dans l'escadron. D'où le fait de vérifier sur les rosters. Bon, là on est en début de partie, on est sûr qu'on a 4 avions dans chaque escadron. Voilà comment on détermine les types d'avions qui vont participer à l'escadron. Et on va maintenant pouvoir les placer sur le tableau d'interception. En bas de ce diagramme, vous avez une partie Interceptor Approach Table. On va utiliser ce tableau pour déterminer la zone d'apparition des chasseurs iraniens. Donc, on va lancer un premier jet de 2 dés, avec le premier dé qui nous donne le chiffre des dizaines et le deuxième les unités. Et on va obtenir un score de 40, ce qui nous amène dans la zone BVR 4. On a lancé ce dé pour la patrouille de F4 Phantom.
Et donc on va avoir la patrouille de F4 Phantom qui va apparaître dans la zone BVR 4, comme vous voyez ici. On va faire de même pour la patrouille de MiG-29, puisque c'est une patrouille qui attaque séparément, donc on va également lancer 2 dés pour déterminer où est-ce qu'elle apparaît. On va lancer nos 2 dés, on obtient un score de 85. 85 est dans la zone BVR 2, et bien on place nos 4 MiG-29 sur la zone BVR 2. Tous nos F-16, on en a 12 qui correspondent à l'escorte, sont dans la zone dogfight, tout en bas. Et en fait, au fur et à mesure que les avions vont se rapprocher, ce sont les avions iraniens qui vont descendre d'une case vers le bas au fur et à mesure du rapprochement. Voici donc les 3 data charts des appareils qui seront concernés par l'engagement aérien. Donc on va commencer par le F4D et E Phantom 2. Alors, on va regarder surtout les informations qui nous intéressent par rapport à l'engagement. Tout d'abord, les missiles. Donc le missile à la plus longue portée, c'est le IM-7E2, le Sparrow. Et vous avez dans les colonnes pour chaque type d'avion contre lesquels le missile est utilisé. Donc si on prend les F-15I, vous avez une probabilité de coup au but de 5%. Sur les F-16I de 10%, donc ce qui nous intéresse ici c'est les 10% en l'occurrence. Et dans le tableau qui est en haut à droite, vous avez 4 AIM-7E2, ça c'est ce qu'emporte l'avion, il a 4 missiles. Ce sont des SARH, donc c'est des Semi-Active Radar Homing, c'est des missiles à guidage radar semi-actif. C'est-à-dire que ce sont des missiles qui dépendent du radar de l'avion lanceur pour pouvoir être guidés. Il faut impérativement que le verrouillage soit maintenu tout le long du vol du missile. Si le verrouillage est perdu, le missile est perdu. Les salvos, donc ce sont les salves, c'est-à-dire que l'avion il peut tirer jusqu'à 2 missiles par salve. Donc en l'occurrence ici, on peut avoir donc deux missiles qui peuvent être attribués à un avion, donc à une cible, et 2 autres missiles à une autre cible. La réalité n'est pas tout à fait ça. Il y a une petite coquille dans le jeu. Ce genre de missiles, on peut les utiliser que sur une seule et même cible. Donc vous pouvez tirer normalement 2 missiles sur cette cible, mais vous ne pouvez pas normalement en engager une deuxième, puisque l'avion n'a pas de capacité multi-cible. Pour cela, il faudrait des radars de type AMRAAM, les IM-120 qu'on verra après sur le F-16. Donc, si on va essayer d'être réaliste, on va donc appliquer, le joueur iranien va décider de tirer 2 salves de 2 missiles sur un seul et même F-16 pour respecter cette contrainte liée à la réalité. Donc là, je fais une petite entorse aux règles du jeu. Le F-16I Soufa qui est en face, et bien là on va faire pareil, on va regarder les types de missiles. On a des AIM-120 C5. On peut tirer un seul missile par salve, on n'est pas obligé d'en tirer plusieurs. Comme vous voyez sur le tableau, salve 4. On peut tirer jusqu'à 4 missiles sur une seule et même cible. Mais on peut tirer un seul missile, on peut faire une salve d'un seul missile. Si on regarde dans la colonne qui correspond à ce que l'on a en face, donc des F4, la probabilité de coup au but est de 85%. Si on décide de tirer un deuxième missile dessus, donc faire une salve de 2 missiles AIM-120, eh bien on va augmenter ce score de plus 10%, c'est-à-dire qu'on va passer de 85% de coup au but à 95% de coup au but. Voilà. Et si on décide de tirer un troisième missile, eh bien il faut rajouter 10% au 95%, ça fait 100%. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un taux de réussite des missiles AIM-120 par rapport aux AIM-7 du Phantom qui est quand même bien plus élevé. Ce sont des missiles beaucoup plus modernes. Ce sont des missiles, comme vous voyez dans l'encadré en haut à droite, ce sont des ARH, c'est des Active Radar Homing, ce sont des missiles à guidage radar actif, c'est-à-dire qu'on les tire,
on les guide un peu et après on les laisse se débrouiller, ils vont allumer leur propre radar et ils vont trouver leur propre cible. Donc ça a un avantage par rapport aux fantômes, on n'est pas obligé de maintenir le verrouillage, on peut très bien tirer les missiles et dégager. Alors que dans le cas du F4, eh bien comme on a dit, il faut maintenir le verrouillage, donc on va le voir tout à l'heure, on tire les missiles lors de la phase que l'on joue, et on va avancer les avions d'une case vers le bas, et ensuite seulement, lorsqu'on les aura avancés dans cette deuxième case, on pourra faire l'étude de score de coup au but. Pour le MiG-29, eh bien, on est un peu comme sur le F4 Phantom, ce sont des missiles R-27R qui ont néanmoins une probabilité de coup au but qui est quand même plus importante, hein, sur le F-16I de 45%, mais ce sont également encore des missiles SARH, des missiles à guidage radar semi-actif, donc il va falloir attendre une phase de jeu pour pouvoir étudier le score. Donc les avions doivent continuer à se rapprocher pour ne pas perdre le verrouillage. On peut faire des salves de un seul missile dans ce cas-là. Si on décide de tirer 2 missiles, eh bien on va augmenter de 10% le score, donc 45% va passer à 55%. Si on tire un troisième missile, eh bien ça passera à 10% de plus, mais on ne pourra pas tirer 3 missiles puisque l'avion est équipé de seulement 2 R-27R. Voilà pour la façon de lire ces data charts. Vous voyez que c'est quand même relativement simple à utiliser. On revient sur la phase d'engagement, donc c'est le joueur iranien qui va décider laquelle des deux patrouilles, de F4 ou de MiG-29, il va choisir de faire tirer en premier. Il va commencer par la patrouille de F4 Phantom. Il étudie la data chart, voit que 10% de coups au but face au F-16I. Il sait aussi que, avec la carte du F-16I, que le coup au but par rapport sur un F4 est de 85%. Autant dire que c'est largement en faveur du F-16I. Et les chances d'avoir un coup au but sont très minces. Et il peut très bien décider de ne pas engager les F4 et de leur faire rompre le combat avant de tirer. Et c'est ce qu'il va faire, il va privilégier de conserver ces F4 fantômes et il va les faire rentrer à la base et les faire sortir du combat. Donc il va rester à présent plus que les 4 MiG-29 qui vont venir s'opposer aux F-16I qui sont en face. Là aussi, eh bien, il va étudier la data chart de l'avion. 45%, bon, avec 2 R-27, il va essayer de taper 2 F-16, donc en tirant une salve de 2 R-27R sur un F-16I et pour chaque appareil. Le joueur iranien va déterminer lesquels des F-16 il engage avec chacun des MiG-29. Donc c'est pour ça que j'ai fait apparaître les flèches. Voilà. Donc là j'ai fait simple, hein, j'ai suivi l'ordre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de façon à ce que ça soit simple à suivre. Mais vous pouvez très bien choisir un autre F-16, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc chacun des MiG-29 va tirer une salve de 2 missiles de R-27R, ce qui signifie que le score de 45% est augmenté de 10%, vu que c'est une salve de 2. Et on a donc une possibilité de coup au but de 55%. On va lancer les dés, des dés pour faire un dé 100 pour chacune des salves. Et on va obtenir les scores qu'on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on ne lance pas encore les dés. On va les faire lors de la phase suivante. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, comme ce sont des missiles SARH, eh bien, les MiG-29 vont donc tirer les missiles lorsqu'ils sont dans la zone BVR2, mais ils vont devoir continuer à les guider tout en se rapprochant de leur cible. Donc il va falloir que l'on aille dans la zone BVR1 pour pouvoir étudier le score de coup au but. Les F-16 en face, eh bien, eux, ils vont pouvoir riposter puisque l'AIM 120, ils sont équipés d'AIM 120 C5 et non pas d'AIM 120D, comme vous voyez en bas, il y a un petit astérisque,
parce que c'est un missile upgrade qui n'a pas été pris au début du jeu, donc on n'a pas d'AIM-120D, on a des AIM-120C5. Si on regarde sur le tableau, les AIM-120C5, ils peuvent se tirer de la zone BVR 4. Donc on est largement dans la portée des AIM-120C7. Donc là aussi, eh bien, le joueur israélien va déterminer quels avions il va engager. Je vous fais donc apparaître sur le dessin bien les flèches bleues qui déterminent les avions qui tirent. Et donc chacun de ces avions va tirer une salve de 2 AIM-120C5. Donc on a une probabilité de coup au but sur du MiG-29 de 60%. Et bien ça tombe cette fois à, c'est-à-dire qu'avec la salve, plus 10%, on est à 70% de coup au but possible sur les MiG-29. Petite particularité concernant le tir des missiles israéliens, étant donné que les avions qui sont actuellement engagés peuvent très bien se retrouver à nouveau engagés lors de la phase outbound, eh bien on va enregistrer le nombre de missiles qui ont été tirés. C'est pour ça que je fais apparaître sur ce petit tableau les F-16 1, 2, 3 et 4 qui ont 2 AIM-120 puisqu'ils en emportent sur leur data chart, on voit qu'ils ont 4 AIM-120C5. Eh bien, ils en auront tiré 2 chacun. Cela signifie que lors du prochain engagement, il ne leur restera que 2 AIM-120. Donc il faut également penser à ça, à le noter dans un coin en cas de futur engagement sur la partie outbound. On va maintenant pouvoir avancer les MiG-29 en zone BVR 1 et effectuer les lancers de dés pour voir qu'est-ce qui touche au but. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lancer les dés pour tous les MiG-29 et ensuite pour tous les F-16. Et on mettra de côté ceux qui sont touchés pour les retirer qu'à la fin. Alors le joueur iranien va commencer à lancer les dés pour chacun de ces avions. Alors ça va être des 100, c'est-à-dire qu'on va lancer 2 dés, je n'ai pas précisé. Mais un premier dé va donner le chiffre de la dizaine et le deuxième dé va donner le chiffre des unités. Donc pour le MiG-21 numéro 1, le joueur iranien va lancer un premier dé qui va donner le chiffre 5, qui va donner donc le chiffre 50. Le deuxième dé lancé va être un chiffre 5, ce qui va donner un score de 55. Le deuxième MiG-29, il va obtenir le dé avec un score de 7 et le deuxième dé avec un score de 5, ce qui donne 75. Puis ensuite, pour les deux suivants, 62 et 56. En se référant à la data chart de l'avion, on a dit qu'on avait une salve de 2 missiles R-27R qui nous donnait un score de plus 10% sur le R-27 sur le F-16, donc 55% de réussite, ce qui signifie que tous les scores inférieurs ou égaux à 55 sont des coups au but. Donc dans l'occurrence, on a un score de 55 qui est donc un coup au but. On a donc un coup au but sur le F-16 numéro 1. Par contre, ensuite, tous les autres scores sont supérieurs à 55 et sont donc des ratés. Même le score 56, si on est juste au-dessus de 55, c'est pas bon. Donc on a un seul F-16 qui est touché lors de cet engagement. Donc on met une croix dessus ou on le met un petit peu de côté, à vous de voir, mais pour l'instant on ne le retire pas de l'échiquier. Ensuite le joueur israélien va faire la même chose, il va lancer 2 dés pour obtenir le score pour chaque avion. Donc le score de 53 pour le F-16-1, 36 pour le numéro 2, 12 pour le numéro 3 et 82 pour le numéro 4. Le score qu'on devait obtenir, c'était un score sur la data chart, on avait 60% de coups au but, on a tiré une salve, donc plus 10%, donc il fallait faire un score inférieur ou égal à 70. Et donc, en l'occurrence ici, on a un seul F-16 qui fait un score supérieur à 70, c'est le quatrième, ce qui signifie que le quatrième MiG-29 n'est pas touché. On met des croix sur les avions qui sont abattus.
Il nous reste donc un MiG-29 qui a réussi à passer au travers des mailles du filet. L'engagement en BVR, en zone BVR 1 étant terminé, le MiG-29 survivant va pouvoir passer à la zone ci-dessous et donc il va rentrer dans la zone dogfight. Donc dans la zone dogfight, on va avoir un nouvel engagement. Donc le joueur iranien va regarder ce qu'il lui reste. Donc il a tiré tous ses R-27R, puisqu'il en avait 2, il les a tous tirés. Il lui reste 4 R-73. Et donc il va tirer par salve de 2 R-73, tant qu'à faire sur 2 F-16 différents. Voilà. Donc comme ceci. Et le joueur israélien, lui, va utiliser 2 F-16 pour tirer un piton sur un piton chacun sur le MiG-29. Donc un coup d'œil sur les performances. Donc le R-73, on a un taux de 40% de coup au but, sachant qu'il va tirer une salve. On va donc ajouter 10%. Il aura 50% de coup au but. Le joueur iranien va donc lancer les dés pour déterminer chaque salve ce qu'elle va donner. Il obtient un score de 55 et de 64. Les deux sont supérieurs à 50%, donc c'est des coups ratés. Tous les missiles du MiG-29 ratent leur cible. Ensuite, le joueur israélien va tirer avec ses 2 F-16 un piton chacun. Un coup d'œil sur la data chart. Et bien sur un MiG-29, les chances de coup au but du Python 5 sont de 50% sur un MiG-29. On pourrait tirer 2 Python 5 pour passer à 60%. On va prendre le risque de tirer un seul Python, donc il faut qu'on ait un score de 50%. Donc le joueur israélien lance les dés, il obtient un score de 41 et 77 pour le deuxième lancer. Ce qui fait donc le 41 est inférieur à 50. On a donc bien un coup au but sur le MiG-29, le MiG-29 est abattu. Si par exemple tous les pitons avaient également raté, on aurait dû continuer l'engagement jusqu'à que l'avion puisse être abattu. Donc, par contre, le MiG-29, lui, se serait retrouvé sans missile. Il aurait été alors une cible facile vu le nombre de F-16 qui reste. On tient également à jour, là encore, le nombre de missiles dont disposent les avions. Donc j'ai remis à jour le petit tableau qui est là. J'ai enlevé le F-16-1 puisqu'il a été abattu. Et donc les F-16 2 et 3, il leur reste 2 AIM-120 et 1 Python 5. Et le F-16 4, il lui reste 2 AIM-120 et 2 Pythons. Voilà. Et enfin, on n'oublie pas de renseigner le roster des escadrons, à commencer par le roster des escadrons israéliens. Et donc on a perdu un avion du 119e escadron, qui était l'escadron affecté à l'escorte. Souvenez-vous, on avait donc 24 avions qui étaient affectés à l'escorte. Là, dans l'engagement, on en avait engagé 12. C'est-à-dire qu'il en restait quand même 12 encore en réserve. Mais sur cet engagement, on a perdu donc un F-16 de cet escadron. Il faut vraiment bien tenir à jour en fonction de quel escadron a perdu tel avion. On fait pareil pour le roster des escadrons iraniens. Là, en l'occurrence, on a perdu 4 MiG-29 du 11e escadron. On met 4 avions dans les avions perdus. Voilà qui conclut l'engagement GCI Directed Fighters. On peut passer à l'étape suivante, les Fixed Medium Range SAMs. Pour les Fixed Medium Range SAMs, souvenez-vous, on a lors de l'attaque Sutter mis à mal les deux systèmes Hawk de la cible. On n'avait pas d'autres missiles à moyenne portée. Et donc aucun autre système ne peut engager les avions israéliens dans ce nœud. On peut passer directement
au nœud suivant, c'est-à-dire la frappe aérienne, le airstrike. Alors avant de procéder au bombardement, on va devoir déterminer quelles sont les défenses aériennes sur le site qui peuvent encore engager nos appareils. Alors pour cela, on va déjà regarder le chargement de nos avions. On voit qu'on a des F-15 équipés de GBU-31 JDAM et on regarde la portée, c'est-à-dire la dernière colonne, qui nous donne une portée de 13 nautiques. Cela veut dire que les F-15 vont pouvoir larguer les bombes à 13 nautiques de la cible. Donc tous les systèmes de défense aérienne qui ont une portée inférieure à 13 nautiques ne pourront pas engager nos F-15 lors de la phase de bombardement. En fait, cette portée permet aux avions d'être à distance de sécurité de certaines défenses. On regarde maintenant les défenses du complexe d'Arak. Donc, on a rayé les missiles long range, puisqu'ils étaient inactifs vu qu'on a pris la route nord. Les medium range, ils ont été désactivés par notre attaque Sutter. Restent ensuite les SAM à courte portée. On voit qu'il y a un Tor M1 sur le site. Ensuite, un Ranzir M Command and Control Vehicle. Donc ça, c'est un véhicule de contrôle. C'est pas ça qui va nous engager. Et un radar d'alerte avancée Casta 2E2. Voilà. Donc ce qui reste sur la cible, on a un Tor M1. On va maintenant regarder le tableau des missiles dans le SAM Combat Table. Et là, on voit qu'on a le Tor M1 qui est tout en bas. Et on va chercher la portée du Tor M1 qui est de 6 nautiques 5. Ce qui signifie que les F-15 vont tirer leur bombe JDAM avant d'être à portée de tir du Tor M1. Donc le Tor M1 ne va même pas pouvoir engager les F-15. Par contre, ce qui va se passer, c'est que le Tor M1 va pouvoir engager les bombes qui seront larguées. C'est ce que nous allons voir dans la phase un petit peu plus loin. On continue à faire le tour des défenses du complexe d'Arak, puisqu'il n'y a pas que les systèmes SAM à courte portée qu'il faut également prendre en compte. Vous avez les Local AAA, c'est-à-dire Anti-Aircraft Artillery, donc c'est les canons anti-aériens. Dans le cas présent, ce sont des radars des canons qui ont une portée qui est tellement faible que, vu la distance à laquelle on est, ils seront largement hors de portée. Donc dans ce jeu, on ne prendra pas en compte la menace des AAA. On passe à la ligne d'en dessous, les manpads. Les manpads, ce sont les SAM portables. Et là, on voit qu'on a 4 QW2 MISAC 2. Un coup d'œil sur le tableau SAM Combat Table. On regarde la portée de ces systèmes, 2,7 nautiques. Autant dire que les F-15 seront largement hors de portée de ces types de menaces. Et ces systèmes SAM ne pourront pas engager les bombes qui seront larguées, à la différence du Tor M1. Le Tor M1, il a un radar qui lui permet de détecter les bombes et de pouvoir les engager en tirant des missiles dessus. Là, on a juste affaire à des SAM infrarouges portables qui ne peuvent pas engager les bombes tirées. Ça ne peut engager que des avions. Donc, la menace concernant nos F-15, on n'en a aucune. Par contre, on devra prendre en compte le Tor M1 qui va pouvoir détruire quelques JDAM qui auront été largués. Il nous reste toutefois une possibilité de mettre hors d'état le Tor M1. Nous avions, dans les avions que nous avons attribués à la mission, nous avons défini 12 F-16I en mission SEAD, c'est-à-dire Suppression of Enemy Air Defense. On va pouvoir utiliser certains de ces avions pour pouvoir faire ce que l'on appelle du SAM Suppression, c'est-à-dire de désactiver en fait certains systèmes SAM. Alors, ne pas confondre, le mot suppression ne se traduit pas en français par suppression. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire le SAM. En fait, on va le désactiver. C'est-à-dire que le but, c'est de tirer des missiles armes de façon à forcer le radar à couper son émission et l'empêcher ainsi de pouvoir guider des missiles. Donc, on ne détruit pas le système SAM en utilisant cette possibilité de SAM suppression.
Si on voulait vraiment détruire le Tor M1, il aurait fallu définir une mission qui avait pour cible directement le Tor M1, ce qui n'est pas le cas. Donc on va pouvoir utiliser ce tableau SAM Suppression en prenant soit 2 avions, soit 4 avions, donc pour augmenter nos chances. Si on prend 2 avions, on a 70% de chances de réussir, si on en prend 4, 95%. Si par contre c'est un site avancé, un système SAM avancé, on doit retrancher 25%. Le Tor M1 est un système avancé, donc si on prend par exemple 4 avions, on va retrancher 25%, c'est-à-dire qu'on va être à 70% de chance. Donc pour réussir ça, on va tout simplement lancer 2 dés avec un premier dé qui va jouer le rôle des dizaines et le deuxième les unités. Voilà. Si on fait un score qui est inférieur ou égal à 70, eh bien notre suppression du SAM aura réussi, le Tor M1 sera désactivé. Si on fait un score supérieur à 70, eh bien le SAM sera toujours actif. Alors pour l'exercice, ce que l'on va faire ici, pour que je puisse vous montrer comment fonctionnent ces SAM lorsqu'ils attaquent les bombes, on va considérer qu'on ne fait pas de SAM suppression ou que notre score a été supérieur à 70. On va maintenant enfin passer à la phase du raid. Donc on avait 12 F-15I armés chacun de 4 JDAM GBU 31, ce qui fait un total de 48 JDAM qui vont être largués sur la cible. Il va falloir attribuer chacune de ces bombes à un objectif. Donc dans le cas présent, on reprend la liste des cibles de l'usine d'eau lourde. On voit qu'on a des cibles primaires et des cibles secondaires. Donc on va viser bien entendu en priorité les cibles primaires. Donc on va répartir nos 48 bombes sur les différents objectifs en faisant un choix. On va maintenant étudier la taille des cibles ainsi que la capacité des bombes à faire suffisamment de dégâts sur chacun de ces objectifs. On voit dans la colonne Size Class, c'est la taille en fait de la cible. Vous avez D, E et C pour ces classes-là. Voilà. On revient sur le PGM Attack Table. Et là, vous voyez, dans les colonnes, vous avez justement Target Size Class. Eh bien, on va prendre la colonne qui va bien pour déterminer le score que l'on doit faire. Prenons exemple dans les cibles primaires, la première ligne, donc 1 à 6, qui est de Size Class D. Donc, on va prendre la colonne D. Sur les JDAM GBU 31, ça nous fait un chiffre 8, c'est-à-dire qu'il faut faire un chiffre 8 ou moins pour pouvoir faire un coup au but. C'est-à-dire que la cible est relativement facile à détruire. Si on prend une cible de classe G, c'est-à-dire plus petite, eh bien on voit qu'il faut un score de 4 ou moins pour pouvoir toucher la cible parce que la cible est plus petite. Donc, une fois qu'on a fait cette étude sur la taille de la cible, on va donc lancer le dé. Si on a un score inférieur ou égal à 8 dans le cadre de la classe D, eh bien ça fait un coup au but. Une fois qu'on a un coup au but, on va regarder un autre paramètre. On regarde le Armor Pen, c'est le Armor Penetrator. C'est la capacité de la bombe à pénétrer le blindage ou le béton de la cible. On voit que là, le Armor Pen pour la GBU 31 est de 5. Voilà. Et dans la liste des cibles, ici, tout en bas, vous voyez, c'est marqué All Targets or Armor Class 0. C'est-à-dire qu'elles sont toutes de classe 0. Et ce qu'il faut, c'est que le Armor Penetrator de notre bombe soit supérieur ou égal à ce chiffre-là pour faire un dégât complet. C'est-à-dire que si on a une bombe GBU 31 qui tombe sur une cible de classe 0, comme c'est le cas ici, eh bien la cible est directement détruite. Si par contre ça n'est pas le cas, eh bien la cible sera partiellement détruite. Il faudra faire des dégâts partiels pour déterminer ensuite les bombes suivantes qui vont taper et détruire la cible. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, puisque toutes nos bombes, dès l'instant où on a une bombe qui touche sa cible,
eh bien on aura un coup au but qui va détruire complètement la cible. On a donc 48 bombes à répartir sur l'ensemble des objectifs du site. J'ai attribué 2 bombes par objectif, puisqu'on a dit une seule bombe est suffisante pour détruire le bâtiment. Alors sur les cibles primaires, vous voyez que j'ai mis 6 JDAM, 8 JDAM, 10 JDAM, parce qu'en fait, quand vous regardez la ligne, en fait c'est marqué Unit 3, Unit 4, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, dans la première ligne, il y a 3 bâtiments, donc on va attribuer 2 bombes par bâtiment, ça fait donc 6 JDAM. Et la ligne suivante, on a 4 bâtiments, donc 2 bombes par bâtiment, ça fait donc 8 JDAM. Voilà, il faut prendre également en compte le nombre de bâtiments qui sont concernés par ce tableau. Alors l'avantage des JDAM, c'est que ce sont des bombes qui peuvent être programmées sur les coordonnées GPS de la cible. Donc un avion peut tirer ces 4 JDAM sur 4 cibles différentes. Voilà. Donc c'est justement un des avantages de cette bombe, c'est de pouvoir tirer sur plusieurs objectifs. Nos F-15 ont donc largué leurs 48 JDAM, donc elles sont en l'air. Ça va être au Thor M1 d'essayer d'en abattre le plus possible. Voilà. Donc ce qu'il faut déterminer auparavant, c'est le joueur iranien, bien avant l'attaque, doit décider quels sont les radars qui sont actifs. Les Thor M1 ont chacun leur radar. Ici, on voit que si on regarde les défenses de la cible, il y a 4 véhicules Thor M1, c'est-à-dire chaque véhicule a son propre radar. Donc le joueur iranien va décider d'activer les radars des 4 véhicules. Donc les 4 véhicules vont pouvoir tirer leurs missiles contre les JDAM. Sur le tableau SAM Combat Table, on regarde la colonne PGM and Star 1. Et sur la ligne, on a 0.85, c'est-à-dire que les Thor M1 ont une chance de coup au but de 85% sur les bombes que l'on a larguées. Ça, c'est la première chose que l'on constate. On a dit qu'il y avait 4 véhicules. On va dans la colonne attaque et on voit 2/8 avec un petit 1 qui nous renvoie en dessous. Ça nous dit que ces systèmes ont un système de guidage radar local sur les véhicules de tir, ce que je vous disais. Voilà. Au lieu d'un seul radar pour la batterie entière. C'est pour ça que je disais que le joueur iranien décide d'activer les radars de chacun de ces véhicules. Voilà. Donc s'il y en a un qui est touché, c'est-à-dire que les autres pouvaient continuer à tirer. Le premier chiffre que l'on a, donc le chiffre 2, correspond au nombre d'attaques par véhicule. Le second pour la totalité de la batterie. En l'occurrence, on avait 4 véhicules, donc chaque véhicule va pouvoir tirer 2 missiles, ce qui nous amène à un total de 8 missiles que le Thor ME peut tirer. Donc 8 JDAM qu'il peut engager. On va donc lancer les dés pour déterminer pour chacun de ces 8 missiles lequel va toucher au but. Donc il faut un score pour chacun des dés inférieur ou égal à 85%. On va considérer qu'on a sur ces 8 missiles 6 missiles qui touchent au but. Donc on va avoir 6 JDAM qui vont être détruits. On va maintenant décider lesquelles de ces JDAM vont être détruites. Et bien là on va décider de manière aléatoire lesquelles vont être touchées. Donc là je vous laisse décider un petit peu de manière aléatoire la méthode. On va donc attribuer les JDAM touchés comme ceci. J'ai donc mis une croix pour chaque JDAM qui était touché. Donc à chaque fois que vous voyez une croix, ça veut dire que s'il y avait 6 JDAM, il n'en reste plus que 5. Voilà. On passe à la résolution du bombardement. Bien là on va lancer donc un dé pour chacune des bombes, une par une, et voir si ça touche les cibles. Il faut donc un score sur un dé à 10 faces de 8 ou moins. Eh bien on va obtenir pour chaque bâtiment au moins une bombe qui va taper, ce qui fait que tous les bâtiments de la cible, que ce soit les cibles primaires ou secondaires,
vont être touchées et donc détruites. La phase airstrike est à présent terminée. On ne s'endort pas sur nos lauriers parce qu'il faut quand même quitter l'espace aérien iranien. On passe à la phase suivante, Fixed Medium Range SAMs. Bien là, on va regarder dans les SAM à moyenne portée, on avait les Hawk, mais les Hawk ont été désactivés par l'attaque Sutter. Mais certains missiles peuvent attaquer lors de la partie outbound. On regarde sur la dernière colonne, la colonne à droite, on voit que dans la outbound attacks, la case est vide pour le Hawk, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu attaquer de toute façon pour la phase outbound. Si toutefois on avait un S300, on voit qu'on a un Y qui nous dit yes, c'est-à-dire que le S300 aurait pu attaquer pendant la phase outbound. En l'occurrence ici, on n'a pas de S300, donc on ne va pas être engagé. Mais si on avait eu un S300 disponible, eh bien le S300 aurait pu engager dans le nœud à moyenne portée. Désolé pour le bruit, on a les jardiniers qui sont en train de tondre la pelouse, c'est pas forcément idéal. Donc pas d'engagement sur la phase outbound pour les SAM à moyenne portée, on va pouvoir passer à la partie suivante, le GCI Directed Fighters. Alors la méthode sera assez similaire à ce que nous avons vu dans la partie GCI Fighter pour la partie inbound. On va voir qu'il y aura quelques petites différences. On va reprendre notre tableau GCI Fighter et on va identifier dans un premier temps les modificateurs que l'on a justement à appliquer. Donc des escadrons russes, on n'en a pas. Des F-14 détachements en patrouille, on n'en a pas. Des escadrons en alerte, on n'en a pas. On va commencer donc à s'intéresser aux escadrons en alerte. On en a deux. Donc 2 escadrons en alerte, ça va nous faire donc 2 fois plus 2, plus 4. Ensuite, on avait fait une attaque Sutter, donc on avait un -3. Lors de la partie inbound, souvenez-vous, on avait appliqué un -3 parce qu'on venait par la route nord. Sauf que maintenant que les Iraniens sont alertés, eh bien, on ne va pas pouvoir bénéficier de cet effet de surprise, donc on ne pourra pas appliquer le -3 sur ce point-là. Et la dernière ligne, eh bien, on est en outbound Israeli Red, donc on va appliquer aussi un +3. J'ai donc noté tous les modificateurs. On va à présent pouvoir lancer les dés. Donc 2 dés à 6 faces, on additionne le résultat et on va avoir, dans l'exemple que je vais prendre ici, 4 de joueurs iraniens et pas très chanceux. On applique les modificateurs, ce qui fait un score final de 8, ce qui nous amène à 2 paires qui attaquent séparément. Maintenant que ça c'est fait, on a donc 2 patrouilles qui vont attaquer séparément. Donc on va lancer 2 dés pour déterminer quel type d'avion sont ces 2 patrouilles. Donc on passe sur le Fighter Type Table. On va obtenir un premier score de 11 qui nous donne un détachement de F-14. Et le deuxième lancer de dés, un score de 40 qui nous donne un escadron de F-5E. Et donc on va prendre les pions qui correspondent à ça et on va les mettre sur notre petit diagramme. Donc pour les placer sur notre diagramme, on va déjà regarder le tableau Interceptor Approach pour déterminer à quelle distance apparaissent ces escadrons. Pour l'escadron de F5, le joueur iranien obtient un 98, ce qui amène directement les F5 dans la zone dogfight. Donc là, c'est un très bon tir. Et un score de 70 pour les F14 qui vont apparaître en zone 3. Voilà. Alors les F14 pouvant tirer ses IM-54 Phoenix depuis la zone 4, le joueur iranien peut très bien décider de remonter les F14 en zone 4. Il ne peut pas les approcher plus, il ne peut pas les mettre en zone 2, mais il peut soit les laisser en zone 3 et tirer les Phoenix de cette distance, ou aller en zone 4 pour tirer les Phoenix et rester un peu plus loin. Dans le cas présent, ça ne va pas changer grand chose, les F14 tireront leurs Phoenix depuis la zone 3. Donc maintenant qu'on a ça, on peut les disposer sur le tableau, enfin sur le diagramme.
Et je vais pouvoir ajouter les chasseurs israéliens, sachant que j'ai encore des F-16 en escorte. Je vais placer les F-16 restants de l'escorte en dessous de la partie dogfight. Alors vous voyez que j'ai mis de côté les F-16 2, 3 et 4. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà participé à l'engagement et il leur reste justement 2 missiles AMRAAM chacun et 1 ou 2 Python 5. Voilà. Donc il faut toujours prendre en compte les missiles restants des engagements qui ont eu lieu lors de la phase inbound. Il n'y a pas de F-16-1. Pourquoi? Parce qu'il avait été abattu sur la partie inbound. Alors le joueur iranien va décider de regarder un peu ce qu'il peut faire avec le F5 qui est en zone dogfight, qui est a priori intéressant. On voit en haut à droite que dans la partie engage, on a one target, ce qui signifie que l'avion peut engager une seule cible à la fois. En dessous, il est équipé de 4 FATER qui sont des IRH, donc des Infrared Homing, donc des missiles à guidage infrarouge. Les PL5E, comme on peut le voir dans le tableau en dessous, on a un astérisque qui nous montre que c'est un missile upgrade. Donc on n'a pas cet upgrade du missile, donc on va pas pouvoir utiliser le PL5E. Dans le tableau qui nous montre les 4 FATER, on a Salvos 2, ce qui signifie que le F5 peut tirer 2 missiles, donc une salve de 2 missiles sur une seule et même cible. On regarde le taux de réussite du FATER sur des F-16I, puisque c'est les F-16I qui est en face. On a 5% de taux de réussite, autant dire que c'est quand même très faible. Si on veut justement tirer en salve, on va avoir néanmoins un bonus de 10%, c'est-à-dire que le taux de réussite va passer de 5 à 15%. Est-ce que ça vaut le coup que le joueur iranien sacrifie ces F5 qui vont tirer, parce que dans la foulée ils vont se faire tirer par les F16, avec un taux de réussite? Si on regarde la carte du F16, la carte du F16 nous montre un taux de réussite du F16 avec des Python 5 sur les F5 de 80%, sachant qu'ils ont un paquet de missiles. En passant une salve à plus 10%, ça fait 90% de taux de réussite. C'est un coup à perdre tous ces F5. Donc là, le joueur iranien, il va faire le choix de préserver ces F5 et il va les ramener à la base. Donc il va les désengager. Va rester bien les F-14. Là encore, le joueur iranien va étudier la carte du F-14. On peut tirer les IM-54 de la position où on est. Il s'est mis en BVR zone 4, donc il a reculé d'un cran finalement. Et il regarde le taux de réussite des IM-54 sur des F-16I, il est seulement de 5%, voilà, sachant que il peut engager 6 cibles simultanément avec... il a 2 IM-54, mais il peut les tirer par salve de 1. Il a des IM-7E, mais en zone BVR4, il ne peut pas les tirer. Le taux de réussite est de 5% pour les IM-54 et 10% pour les IM-7E. Autant dire que là, pareil, il n'y a même pas moyen de rajouter 10% en tirant 2 IM-54. Là aussi, le joueur iranien va faire le choix de retirer les F-14 du combat. Les chances d'obtenir un coup au but sont très faibles. Et si on compare également les chances de coup au but du F-16 sur le F-14 avec des IM-120 C5 et de 80%, bref, c'est très en défaveur, donc le joueur iranien retire ses F-14. Il n'y a donc... Alors ça peut paraître très déséquilibré en faveur des Israéliens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les IM-54 des F-14 iraniens sont des IM-54 de première génération, sachant que leur stock est assez faible. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas en tirer plusieurs en même temps.
Pareil, les raisons pour lesquelles le coup au but est si faible, c'est que forcément les F-16 sont bien plus récents, disposent de contre-mesures bien plus efficaces, ce qui fait que les chances que l'AIM-54 touche au but sont très faibles. A l'inverse, eh bien, les AIM 120 des F-16 sont beaucoup plus efficaces, et notamment face au brouillage éventuel des F-14. Donc les chances de coup au but sont bien meilleures, sachant que comme vous voyez un taux de réussite de 80% sur le F-14, et que le F-16 peut tirer une salve de 4, eh bien vous pouvez déjà si vous tirez une salve de 2 missiles, vous êtes à 90%. Si vous en tirez 3, eh bien vous êtes à 100%. Donc avec 3 missiles tirés, vous êtes certain d'abattre le F-14. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre un petit peu dans ces engagements. C'est de jauger est-ce que c'est utile d'engager ou pas. Ça, le joueur iranien va souvent faire le choix de retirer ses avions car c'est largement en sa défaveur les engagements. Il n'y a donc plus d'engagement dans le nœud GCI. Les avions peuvent avancer sur la partie Long Range SAMS. Mais là encore, vu que ça passe par la partie nord, les avions sont masqués par les montagnes Zagros. Et donc, s'il y avait même des S-300 ou même les S-200, ils auraient été incapables de pouvoir les engager. Donc, les avions, en passant par le nord, rentrent tranquillement à leur base et la phase de raid est terminée. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue qui a duré quand même 1 heure. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, mais on a vraiment vu les étapes pas à pas. Prenez bien le temps de lire les consignes, il y a parfois quelques petites subtilités. Voilà. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour voir la suite, c'est-à-dire le débriefing du raid et notamment l'évaluation des dégâts, l'attribution des points de victoire et l'impact également sur les unités aériennes et la fatigue des pilotes notamment. À très bientôt.